Bon, on va pas trop, les gens vous connaissent bien. Je vais juste dire deux mots sur votre... Je crois que tout le monde a entendu parler d'Alexandre Adler, lu ses livres, entendu à la radio, à la télévision, lu des éditoriaux qui sont dans différents journaux, Le Point, Libération, Le Monde. Donc vous êtes un historien, vous êtes des spécialistes réputés, très réputés des relations internationales. Et vous avez une culture encyclopédique qui embrasse à la fois l'Europe de l'Est, l'Amérique, et évidemment le Moyen-Orient que nous avons aujourd'hui. Vos livres donc en témoignent. Et aujourd'hui, nous avons, nous, envie que vous nous parliez du Moyen-Orient. Nous avons lancé toute une série de conférences sur comprendre le monde arabo-musulman, donc à la fois dans ses composantes religieuses, politiques, géopolitiques, toutes les relations compliquées qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient. On peut les lister, hein. Il y a le conflit en Syrie, il y a les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a le conflit sunnite-chiite, sans parler d'Israël, qui est au milieu de tout ce peuple-là. Donc on aimerait que vous nous brossiez un espèce de petit tableau d'ensemble pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en plus aujourd'hui, c'était pas comme il y a quelques années. Quelques années, on parlait d'un printemps arabe, aujourd'hui, où est ce printemps arabe? Donc voilà, on attend de vous un petit peu un panorama géopolitique de cette situation au Moyen-Orient. Et puis après, on discutera effectivement, comme vous l'avez dit, avec les amis. J'y tiens. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos mots d'accueil qui me réchauffent le cœur. Et pour vous dire encore une fois, je suis donc devenu un ressortissant d'Uzès, puisque j'habite à Pugnadorès, à 9 km d'ici. Et en fait, c'est un endroit qui est cher à mon cœur et que je ne connaissais pas, parce que je connaissais un vieux temple protestant qui, depuis belle lurette, semble-t-il, n'est plus votre salle. Mais enfin, c'est quand même une communauté qui est tout à fait chère à mon cœur. Bien sûr, je pensais au grand temple de Nîmes, qui est un monument extraordinaire, où sont présents, sont marqués les noms de tous les pasteurs présents dans cette ville de Nîmes depuis la fondation, depuis le XVIe siècle. Et bien entendu aussi un des plus illustres d'entre eux, le rédacteur véritable de la Déclaration des droits de l'homme, et qui est mort dans des conditions tragiques, pourchassé malheureusement par les révolutionnaires qu'il avait tant chéris. Donc je pense à tous ces souvenirs, et je pense que l'importance que représente votre communauté. Alors je sais bien que le duc de Crussol, qui était de la religion prétendument réformée, pour commencer, était aussi l'ami d'Henri de Guise. Et donc le balafré, qui n'était pas si mauvais qu'on pensait, lui a sauvé la vie en le cachant pendant les jours de la Saint-Barthélemy. Et donc ensuite l'a laissé partir tranquillement. Et malheureusement, cela l'a conduit à une abjuration qui n'était pas absolument nécessaire à l'époque, puisqu'Henri IV est bientôt devenu roi de France, et a introduit avec l'édit de Nantes une situation tout à fait nouvelle. Mais on avait perdu le duc de Crussol pour la religion réformée, et donc la famille est restée maintenant catholique et a fait d'Uzès une sorte de bastion du catholicisme, sans néanmoins changer les opinions de la majorité des habitants. Et c'est un peu comme ça partout, dans ces régions du Gard, de la Drôme et autres. Ma première épouse était aussi une famille protestante, très liée au pasteur Delors, qui a créé la léproserie, qui était un des endroits, des grands monuments de l'action humanitaire de l'Église protestante ici dans la région. Donc je suis très familier, sinon des lieux, je vais encore donner la preuve, mais au moins de l'esprit qui souffle dans ces lieux, et qui est un esprit totalement fondamental pour la compréhension du monde, pas seulement de la République, mais du monde. Car les pasteurs de cette région ont aussi beaucoup donné à travers les missions, notamment dans le reste du monde. Je connais justement un descendant du pasteur Delors qui a fait la grammaire de langue cabrée, la première grammaire de Togo, et qui a fait passer sa vie dans les missions en Afrique. Et puis d'autres ont été en Chine, le célèbre, d'autres aussi se sont illustrés, notamment en Afrique du Sud. Et c'est une chose qui compte aussi, cette espèce de grand souffle du grand monde, de cet universalisme qui a été vécu au fond de l'idéal de votre société. Alors, bien sûr, parler du Moyen-Orient dans ces conditions, c'est une gageure, comme on dit. Alors, le général de Gaulle s'est dit
illustré par une phrase que tout le monde cite. Partant pour l'Orient compliqué, j'ai cherché des idées simples. Je ne suis pas sûr que les idées simples l'aient toujours conduit là où il aurait dû. Car il faut effectivement prendre compte de la complexité. Mais c'est une complexité qui n'est pas si grande que ça. En réalité, nous vivons en ce moment même, d'abord, si vous me permettez, une phase cosmique de transition, que tous ceux qui ont raconté que les changements du climat n'existaient pas, la transition climatique n'est rien de rien. Bon, maintenant ils devraient se cacher, bien sûr, après avoir prétendu des choses qui ont été complètement démenties par les faits en très très peu de temps. Et ce n'est pas en trouvant quelques statistiques encore, il y en a encore des vieux croyants, hein, qui vous disent mais non, on a déjà connu des périodes de chaleur, de gel, oui d'accord, mais on ne les a pas connues tous les jours, tous les ans, et à telle intensité. Et la meilleure preuve que nous vivons en fait cette transition, c'est tout simplement le contraste que l'on voit tous les jours entre le nord et le sud. C'est-à-dire qu'il se trouve que l'humanité est essentiellement déployée au nord de la planète, en Amérique, en Europe, en Chine, et que la partie sud ne comporte que peu d'industrie. Si on regarde de l'ensemble, eh bien, donc, il y a un morceau du Brésil, certainement pas négligeable, l'Argentine, et puis l'Afrique du Sud, qui est un État maintenant industrialisé, un peu tout de même d'agriculture, d'ailleurs pas très écologique, dans l'Afrique au sud du Sahara, qui lui-même pèse un peu sur le bilan énergétique, mais c'est l'essentiel, et puis après l'Australie. Et c'est fini. Eh bien, que croyez-vous qui se passe? Il n'y a pratiquement pas de réchauffement du climat dans l'hémisphère sud. Donc c'est bien la preuve que c'est l'homme et son activité et le fait que nous arrivons à une population de 7 milliards d'individus aujourd'hui qui sont la cause de ce que nous vivons. Et c'est ce que on dit de manière un peu alarmiste, malheureusement, certains économistes, certains climatologues du GIEC qui ont voulu tirer l'alarme en se faisant comprendre et en faisant donc des faux, parfois, ou des exagérations. Mais, exagération ou pas, le diagnostic était bien juste. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de transition de la planète tout entière qui va nous obliger, non pas, contrairement à ce que pensent les faiseurs de malheur, à une espèce d'effondrement de l'humanité, rien de tel ne nous menace, mais en revanche, à une transformation de ces pratiques. Nous allons devoir vivre en faisant de la place, excusez-moi. Voilà, ce ne seront plus dérangés. Nous arrivons donc dans une période où l'humanité doit se serrer. On doit apprendre à vivre ensemble, non pas dans l'individualisme qui est la folie, qui aujourd'hui s'empare des gens qui sont en désarroi, mais au contraire dans de nouveaux moyens de vie collective, de quelques sacrifices bien sûr, mais aussi beaucoup de solidarité. Et nous y arrivons, contrairement à ce qu'on croit. L'homme est un mécanisme infiniment plus complexe et infiniment plus puissant que toutes les machines qu'on invente, y compris l'arme atomique. Car nous avons vu au moment de la crise de Cuba, et c'est pour l'exemple le plus frappant, comment des hommes, individuellement, et en écoutant leur conscience, ont empêché le pire, alors que nous y étions très proches. Il y a d'abord un commandant de sous-marin russe qui avait l'ordre de se suicider parce qu'il ne pouvait pas faire surface et donc ses marins étaient menacés d'asphyxie et de lâcher ses missiles au hasard partout. Eh bien, il a reçu l'ordre, il a refusé, les Américains ont transposé l'histoire maintenant dans des films américains qui racontent un peu la même chose mais pas avec des Russes, c'est dommage. Gorbatchev, qui était très ému par cette affaire, voulait lui faire donner le prix Nobel. Il a déjà eu un ordre de Lénine. Mais en fait, cet homme a refusé tout simplement de franchir la base de la guerre nucléaire. Et il est monté en surface et il s'est rendu. Et puis voilà, rien ne lui est arrivé, bien sûr. Mais déjà, le pire était évité. Deux autres exemples ont eu lieu avec des marins soviétiques. Alors,
ça aurait été les marins américains, le même phénomène se serait produit. Mais je veux dire par là que la machine humaine, si j'ose employer ce terme idiot, et qui nous rend aveugles à la gravité, à la densité de ce que nous sommes, nous, est capable, même devant un défi comme celui-là, de trouver des hommes qui sont des rouages, des hommes qui grippent les rouages les plus fous qui ont été inventés à ce moment-là. Einstein avait raison d'avoir peur que l'arme nucléaire soit utilisée, puisqu'il voyait la montée du délire aussi bien à l'est qu'à l'ouest, et il avait raison de mettre en garde, mais il avait peut-être un peu tort, mais ça fait partie d'Einstein, de ne pas voir la puissance de ce qu'est la machine humaine, le cerveau humain. C'est bien plus et bien plus complexe, le cerveau humain, que beaucoup de choses qu'on arrive à faire de manière artificielle. Et de la même manière que jusqu'à ce nouvel ordre, Garry Kasparov bat les ordinateurs dans des parties d'échecs, même plusieurs cas, eh bien nous sommes tous à notre échelle des Garry Kasparov. Et donc, comme nous avons réussi à défier la bombe atomique, nous défierons aussi le changement climatique. Ça va demander des efforts, ça va demander des sacrifices, ça va demander la discipline, mais on va finir par nettoyer les océans, nettoyer l'espace intersidéral de toutes les saloperies qui, elles aussi, nous menacent. Et nous allons probablement aussi faire des progrès dans la science, notamment dans la prévision des catastrophes, qui vont évidemment changer notre planète. Mais ça, c'est le mystère de l'homme et sa capacité tout à fait extraordinaire de se poser des problèmes et de les résoudre. Même si parfois nous aimerions que les problèmes soient posés plus vite et les solutions soient plus rapides. Et ça, c'est pour nous demander. Et c'est demander justement à un effort de moralisation de la planète qui n'est pas accompli à ce jour. Mais voilà. Donc je m'excuse de prendre les choses à ce niveau de généralité qui n'est pas très légitime. Mais c'est bien ça que nous vivons. Et ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un monde qui a explosé véritablement. En fait, le printemps arabe, c'est un mot ridicule. C'est un peu comme le pont-euxin qu'on avait baptisé comme cela parce que les marins grecs avaient très peur des tempêtes, ils avaient raison, de la mer Noire, que d'ailleurs on appelait aussi la mer Noire, c'est-à-dire, c'est bien ce que ça veut dire, une mer pleine de menaces, d'orage et d'imprévisibilité. Et alors, pour conjurer le mauvais œil, c'est une des explications que j'ai entendues très tôt, qui me semble pas idiote, on a appelé ça la mer favorable, justement parce qu'elle était guerre. Et effectivement, le pont-euxin a été dominé, et le courage des argonautes et autres marins grecs qui ont réussi à franchir les détroits, eh bien, a été une récompense, c'est l'or, et toutes les promesses que recelait la rive caucasienne du pont-euxin, là où précisément Prométhée, un des héros de l'humanité, a fait descendre sans doute, parce qu'il avait la technologie de l'époque avec les orages permanents, l'électricité, ou ce qui en tenait lieu, en tout cas le feu, et il a été ensuite crucifié pour avoir donné le secret qu'il aurait dû garder pour lui aux humains qui en sont. C'est même bien vu le mythe, dangereux d'ailleurs, parce que le prométhéisme, c'est aussi l'arrogance des hommes qui pensent qu'ils peuvent tout dominer. C'est pas comme ça. Mais ils ne peuvent pas, ils ne sont pas non plus dépourvus de ressources. Donc Prométhée est un héros véritable, ambigu, à la fois dont on craint les audaces et dont on admire aussi, finalement, la capacité de diffuser et de donner pour laquelle il a été martyrisé. Bref, nous sommes là dans cette situation. Et le Moyen-Orient, bien entendu, plus que jamais. Contrairement à ce qu'on vous dit tous les jours, je suis pour ma part persuadé que le Moyen-Orient est en train de, non pas de sortir de l'islam, mais au contraire de le rénover et de le transformer. Et cette transformation est absolument nécessaire et se réverbère sur la chrétienté et sur le judaïsme, c'est tout à fait évident. Nous allons sortir de cette épreuve et nous allons en sortir par le haut et beaucoup moins mal qu'on le croit. Mais il faut de la patience. Et avant, il y avait un défi terrible. C'est-à-dire que l'islam s'est trouvé quasiment
en explosion. Et dans cette explosion, le djihadisme ne constitue pas du tout une forme traditionnelle de l'islam, comme chacun est amené à le penser dans une propagande hâtive, mais au contraire, sa négation est une sorte de sortie torrentielle qui conduit à la destruction de l'islam. L'islam ne se détruira pas, mais par contre, il va surmonter le djihadisme. Alors, pas par les massacres et par tout ce que l'on présente tous les jours, mais plutôt par l'activité patiente des hommes musulmans et des femmes musulmanes, peut-être elles encore davantage que les autres, qui sont en train de se réveiller. Et ce réveil est plus facile à dénoncer ou à considérer comme rien que ce que devrait être, au contraire, l'attention qu'on lui porte. C'est normal. Quand on a des personnages qui sortent quasiment du grand guignol et qui occupent la scène par des horreurs qui, bien entendu, révoltent les gens, c'est plus facile de dénoncer que de regarder devant soi. Or, ce que nous avons devant nous, ce n'est pas la victoire du djihadisme, c'est l'explosion de cette forme depuis longtemps inquiétante dans l'islam. Nous en avons aussi dans le judaïsme et dans le christianisme, mais qui là a pris comme un précipité. Et ce précipité est en train de produire ses propres solutions. Voilà ma conviction. Et ici, une parenthèse, mon livre s'appelle donc c'est le temps des apocalypses, et c'est le premier volume d'un livre assez important de géopolitique, important par le nombre de pages, pas nécessairement par la puissance des analyses qui y sont, ça je vous en laisse le juge, si vous avez la gentillesse de lire ce livre. Mais disons tout simplement que ce livre parle des apocalypses, en pluriel, le temps des apocalypses, et qu'il n'est absolument pas catastrophique. Alors, une parenthèse, les gens qui m'ont raconté, il y en a beaucoup, que nous sommes au bord de l'explosion de l'humanité, que tout rien ne va, que l'islam va conquérir le monde en massacrant tout sur son passage, sont des imbéciles. Non seulement ce sont des imbéciles, mais ce sont des gens qui sont moralement le plus souvent douteux. Car il est très facile, comme montrant un fantôme, où là ça fait rigoler, de faire peur aux gens. C'est même la base même des fêtes foraines. Mais c'est une mauvaise action. D'abord parce que les hommes peuvent vaincre la peur, et puis parce que la peur n'est jamais bonne conseillère. Si par exemple en 1940, et c'était bien compréhensible, je vous disais Hitler va finalement prendre le monde entier, le nazisme va gagner, le peuple juif va être massacré en totalité, etc. Bah, évidemment, les apparences pouvaient être là. Un certain nombre de gens, tout de suite, et plutôt par instinct que par analyse profonde, ont dit non, ça ne passera pas par moi. Churchill a été un d'entre eux. Mais il y en avait d'autres. Et si on regarde attentivement les erreurs d'Hitler en 1940 à l'apogée de sa puissance, pourtant très impressionnante, il y en a. Par exemple, en attaquant la Norvège, par traîtrise d'ailleurs, eh bien, l'Allemagne a envoyé toute sa flotte, notamment marchande, tous ses bateaux pour s'emparer des eaux scandinaves. Le résultat, c'est que l'Allemagne n'avait plus de bateaux, car presque tous ont été coulés par les flottes associées de l'Angleterre et de la France, au moment décisif, en 1940, où elle pouvait envahir l'Angleterre. La vérité, c'est qu'elle ne pouvait pas. Il fallait déjà qu'elle reconstruise une flotte, qu'elle s'empare de bateaux, que finalement elle n'a pas réussi à avoir. Et c'est à ce moment-là que Göring, qui croyait dur comme fer à la puissance aérienne, a dit nous allons soumettre totalement les Anglais et bombardements. Et là, il était tout à fait présomptueux. D'abord parce que l'Angleterre avait fait un armement fondé sur l'innovation scientifique. Elle avait par exemple le radar que les Allemands ont été infoutus de construire pendant cette période-là. Et puis, elle avait des avions, notamment les Spitfire, qui sont arrivés juste à ce moment-là, dont les performances étaient supérieures à celles des avions. Et donc, en fait, la bataille d'Angleterre a été perdue. Et ça, c'est une chose dont il ne s'est pas tout à fait remis. Et dans l'impatience où il était, il a été obligé d'abord de secourir Mussolini, qui était en train de perdre la guerre en Albanie face aux Grecs, et puis ensuite, ayant dispersé ses forces dans les Balkans, est
est entré trop tard en Russie et en sous-estimant la capacité de résistance du peuple russe. Bref, l'analyse qui disait Hitler finalement domine tout et qui a été celle de l'homme comme Pierre Laval, qui au départ n'était pas très pro-allemand, et a fait le pacte franco-soviétique, mais disait non. De toute façon, l'Allemagne gagnera, elle dominera le monde, et au lieu de perdre son temps, il faut aménager les choses pour laisser une place pour la France. Ce genre... Oui, vous m'entendez pas? Non, on aimerait entendre quelque chose sur le printemps arabe, sur le sujet. Ah ben voilà, donc je vois que mon entrée n'a pas suffi à vous apaiser. Eh bien, le Moyen-Orient est en train de sortir de la crise la plus grave de son histoire. Et cette crise ne commence pas, comme on le croit, avec le printemps arabe, mais c'est plutôt la fin d'une longue odyssée nationaliste qui a commencé avec la victoire de Nasser en Égypte et sa volonté de créer une grande nation arabe impériale qui se soumette à la totalité de la région et au passage, bien entendu, détruise tout à fait l'État d'Israël. Bien sûr, Nasser était aussi un homme de bon sens et un homme avec une sagesse paysanne qui a donné le sentiment qu'il avait aussi, et c'est vrai, des ambitions plus raisonnables, et c'est la raison pour laquelle il a été entouré de beaucoup de sollicitude. Mais le fond de Nasser était bien celui-là. Et après son échec, eh bien, sont venus ces véritables remplaçants qui sont tout simplement la confrérie des frères musulmans. Et aujourd'hui que les bouches s'ouvrent et que justement on commence à discuter des choses, des livres sont parus, notamment en Égypte, qui montrent qu'en réalité Nasser n'était pas du tout hostile à l'idéologie intégriste des frères musulmans, dont le cœur est bien entendu en Égypte. Simplement, son théoricien le plus important, Saïd Qutb, qui a vu à un moment donné son prestige rehaussé de l'extrémisme qu'il mettait dans toutes ses positions, eh bien, Nasser admirait Qutb. Mais évidemment, il n'y avait, selon l'expression chinoise, place que pour un empereur dans le ciel. Et à ses yeux, pour Nasser, c'était Nasser. Donc il voulait bien que Qutb soit le prédicateur, il voulait bien le ralliement aux frères musulmans, mais à condition que lui dirige le processus. Et ça, Qutb n'a jamais accepté, et finalement, ça s'est terminé par une guerre permanente de Nasser et des frères musulmans, et au martyr, si j'ose dire, parce que pour moi ce n'est pas un martyr, de Qutb qui a été arrêté juste avant la guerre de 67, en 66, et tout de suite supplicié par Nasser. Ce qui fait que les frères musulmans se sont présentés comme des martyrs. Ils l'étaient nullement. Les frères musulmans, nés des années 1920, ont voulu passionnément une Égypte dictatoriale retournant vers une conception de la religion très archaïque et qui n'était pas du tout présente dans le renouveau musulman des premiers temps. Au contraire, nous avons des grands esprits qui manifestaient la possibilité d'un islam modéré qui n'a ses chances qu'aujourd'hui, avec le maréchal Sissi. Mais, bien entendu, par la suite, les choses se sont très vite aggravées. La fascination des dictatures, notamment de l'Allemagne, a été totale. Les frères musulmans se sont engagés dès la première minute dans le soutien à Hitler, et ils ont manifesté de manière là qui a un peu laissé terroriser tous les Égyptiens, mais ça n'a pas malheureusement duré bien longtemps. Donc les frères musulmans ont organisé en 1945 l'assassinat du Premier ministre, Mohamed Maher, parce que tout simplement l'Égypte, qui s'était déclarée neutre pendant toute la guerre, a décidé au dernier moment de déclarer la guerre à l'Allemagne, il restait quelques spasmes avant que Hitler ne disparaisse, afin d'être présente parmi les nations fondatrices à San Francisco de l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, ce geste de bon sens que Maher avait accompli à ce moment-là lui a coûté la vie. Pour trahison, donc les frères musulmans l'ont fait exécuter, et ensuite Farouk, le roi Farouk, répondant à cette provocation, a fait à son tour exécuter le fondateur des frères musulmans, Hassan Banna, le grand-père de Tariq Ramadan. Et donc, c'est ainsi que les frères musulmans ont perdu aussi la guerre à ce moment-là, mais ils allaient bien vite revenir, et notamment être parmi les forces fondatrices de l'Égypte moderne, avec un programme de nationalisme radical et de refus des autres,
qui ne sont pas un phénomène tout récent, ils sont anciens. Alors, des amis, par exemple, me disent, parce que je veux évidemment vous choquer encore, et je n'ai pas fait toutes les conditions pour que ça passe bien, mais enfin, je vais le faire. Évidemment, on me dit, mais l'Arabie Saoudite, eux aussi, sont les Wahhabites. Alors, les gens en ont plein la bouche, notamment que c'est deux consonnes, et ils pensent qu'ils ont éclairé les choses de manière très importante en disant que oui, l'Arabie Saoudite est Wahhabite. Et quelqu'un, un de mes amis, me dit, bah, tu sais, entre les frères musulmans et les Wahhabites, finalement, c'est le conflit de deux sectes de l'islam. Bah voyons. Sauf qu'on oublie quelque chose, c'est que la doctrine wahhabite n'a jamais été la doctrine officielle de l'Arabie Saoudite. Et que Ibn Saoud, qui était un homme qui avait ses petits défauts, mais qui avait quand même une vision du monde beaucoup plus proche que celle que l'on imagine de son rival turc, Mustafa Kemal, voulait la modernisation de l'Arabie et le lien avec l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle pas une goutte de pétrole n'a atteint l'Allemagne ou ses alliés pendant toute la guerre. Et qu'au contraire, Ibn Saoud a laissé son territoire et son pétrole au service des Américains, mais aussi tout simplement de l'Union soviétique, en laissant ravitailler Bakou au moment le plus difficile pour l'Union soviétique, et en choisissant clairement le camp des Alliés. Alors, un certain nombre d'insurgés en Irak, qui sont à l'origine du parti Baas, ou qui étaient très proches du parti Baas, notamment le célèbre Rachid Ali, ont pu utiliser à un moment donné où ils étaient pourchassés par les Anglais l'hospitalité saoudienne, mais ils ne sont pas restés. Et jamais ils n'ont pu transformer l'Arabie Saoudite en un allié non belligérant de l'Allemagne, comme justement les frères musulmans et d'autres aussi, comme les baasistes qui venaient de naître en Irak, le souhaitaient. Donc il n'y a pas d'équivalence. Et bien entendu aussi, contrairement à ce qu'on vous raconte tous les jours, Ibn Saoud a voulu instaurer l'islam, et non pas la doctrine wahhabite dans son pays. Et encore aujourd'hui, c'est ainsi. Les petits Saoudiens apprennent l'islam, et bien entendu, on gomme un certain nombre de choses, mais volontairement, comme Mustafa Kemal l'aurait fait quand il interdisait la prédication du muezzin, c'était exagéré d'ailleurs, mais chez Ibn Saoud, c'était un islam moderne, et on savait très bien que certaines mosquées qui se réclament de l'islam étaient en fait des mosquées chiites, qui continuaient à enseigner la doctrine chiite, et que longtemps d'ailleurs, certaines zones à grande majorité chiite, notamment dans la zone pétrolière de l'Arabie Saoudite, étaient parmi les plus grands partisans d'Ibn Saoud. Et pour cause, car ceux que Ibn Saoud a combattus d'emblée, ce sont ceux qu'on appelait justement les frères, Ikhwan, c'est-à-dire l'aile intégriste du mouvement de libération de la péninsule arabique, qui voulait un retour en arrière, interdire le cinéma, interdire l'électricité, que sais-je encore. Alors ces Ikhwan ont été mis en garde par Ibn Saoud et très vite il leur a fait la guerre. Et la seule guerre que le royaume saoudien a menée dans cette époque, c'est contre eux. Et ils ont été défaits dans des batailles successives et contraints ensuite à l'exil ou à la soumission. Et l'Arabie Saoudite n'a fait pas d'autre guerre. St. John Philby, qui était le conseiller britannique de Ibn Saoud, s'est arrangé pour que l'Arabie Saoudite soit l'alliée de l'Angleterre, même réticente, imposant sa volonté comme elle le pouvait, mais ménageant toujours ses liens avec Londres. Et après Londres, ça a été tout de suite les Américains, l'idée de génie de St. John Philby, le père de l'espion Kim Philby, mais qui était de notre opinion, et qui a dit très vite à Ibn Saoud, avec les réserves de pétrole qui existent dans ce pays, tu as besoin d'un partenaire fiable et qui n'est pas présent aujourd'hui dans la région, c'est l'Amérique. Et c'est ainsi que Rockefeller et ses amis ont mené un travail de développement du pétrole qui a changé entièrement la donne de l'Arabie Saoudite, qui est devenue du jour au lendemain un pays prospère, commençait à devenir prospère et capital sur le plan stratégique. Alors bien entendu, tout ceci n'est pas allé sans à-coups et sans recul. On ne peut pas dire qu'un pays qui venait d'une révolte bédouine, toujours au bord de la
et serré de près par les Ottomans, qui restaient présents dans la péninsule, notamment à Haïl, ces grandes oasis, et dont est venu le roi Abdallah, parce que la réconciliation s'est faite à la Bédouine, et il y a eu un mariage. Et Abdallah est donc à la fois le petit-fils d'Ibn Rachid, le chef des partisans des Ottomans, qui a été d'ailleurs tué sur le champ de bataille de manière un peu médiévale par Ibn Saoud, juste avant la guerre de 14, et d'Ibn Saoud lui-même, qui a épousé donc une des filles d'Ibn Rachid dans ce qu'on appelle un soulk, une vraie réconciliation. Bref, l'Arabie Saoudite est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit, et beaucoup moins méchante qu'on ne le dit. Et cela, aujourd'hui, ça arrange beaucoup de gens de raconter des sornettes, que l'Arabie Saoudite est intégriste, elle l'est, mais modérément, que l'Arabie Saoudite est toujours combattu l'Occident, c'est le contraire qui est vrai, y compris en Afghanistan, que l'Arabie Saoudite pratique une politique répressive, c'est un peu vrai, mais je peux vous dire qu'on ne tue pas en Arabie Saoudite. Et on pardonne. Et cela parce que justement, si on allait jusqu'au dernier sang, ce qui peut arriver, c'est la vendetta et c'est le génocide. Car il ne restera plus un Saoudien sur terre si les Saoudiens commencent à s'entretuer. Donc, la raison, c'est toujours d'éloigner et de pardonner. Et c'est arrivé à de très nombreuses reprises, à commencer, bien entendu, par le prince Walid, dont le père a dirigé une dissidence nassérienne en Égypte, est devenu général égyptien, pour ensuite demander le pardon et rentrer. Alors il a pu rentrer, mais Talal, mais la condition de son absolution, c'est qu'il renonçait à ses droits au trône. Et donc à faire de la politique, du moins directement. Ses frères, par contre, qui n'avaient pas suivi ces dissidences, ont toujours été au pouvoir et l'ont toujours protégé. Mais du coup, Walid, se sachant finalement fils de Talal, pas tellement voué à un rôle politique essentiel, a commencé à faire des affaires à l'étranger, et notamment Disneyland, qui a été son succès absolu, et il continue. Mais en fait, il n'est pas mort, hein, et il n'a jamais été persécuté. Et les Saoudiens sont très réticents à sa tuer. C'est la raison pour laquelle la mort de Khashoggi est inexplicable dans les termes actuels que l'on nous donne. Maintenant, avant de venir au cœur du problème, disons simplement que nous avons vu, à côté de ce djihadisme explosif, qui est né justement de sa crise interne, et qui notamment s'est manifesté avec Osama Ben Laden, avec le 11 septembre, mais a continué ensuite, et puis a abouti finalement à une scission autour d'Al-Qaïda au moment même où Ben Laden commençait à prendre du gîte. Je tiens quand même à vous dire, parce qu'il va falloir que je fasse un peu mon propre éloge, parce que ça ne vient pas naturellement, que j'ai été le premier à écrire que je ne croyais absolument pas que Ben Laden avait trouvé refuge dans les montagnes d'Afghanistan. Et ça, c'est l'expérience de la clandestinité qui vient de mon père. J'ai écrit noir sur blanc, j'en suis très fier, que bien entendu, si Ben Laden arrive à se cacher, c'est qu'il est dans une ville. Alors je ne pensais pas que c'était à ce point, c'est-à-dire à côté d'une école militaire la plus importante du Pakistan. Non, et je pensais qu'il était peut-être dans le sous-sol insondable d'une grande école coranique à Karachi, à un endroit où on peut toujours chercher, c'est comme une aiguille dans une botte de foin, et avec des protections. Alors la réalité dépassait de plus loin la fiction. Osama Ben Laden se cachait dans les principales écoles militaires du pays, et protégé évidemment par les Pakistanais qui finalement ont fini par céder à la pression internationale et reconnaître aux Américains ce qui se passait et les laisser faire. C'est ça qui s'est produit, rien d'autre. Bien entendu, par ailleurs, il a fallu un travail de fourmi qu'on conduit les agents de la CIA au Pakistan même, et puis des trahisons, mais évidemment, ils y sont arrivés. Mais dans cette affaire, jamais les Saoudiens n'ont aidé Osama Ben Laden. Ils ne l'ont pas touché. Ils n'ont pas touché à sa famille, qui était considérée comme rattachée à la famille royale, en raison des services éminents que
que l'aîné des Ben Laden a rendu aux Saoudiens, notamment dans le domaine du bâtiment et des infrastructures. Mais rien de plus. Et par contre, le prince Turki, qui était le chef des services secrets, et qui a été destitué juste avant le 11 septembre. L'interprétation qui est donnée généralement, c'est qu'il en avait trop fait, et que l'affaire Ben Laden allait exploser, un peu juste après. Le contraire est vrai, c'est Turquie qui avait sonné le signal d'alarme et demandé qu'on fasse quelque chose contre Ben Laden qui était réfugié à l'époque en Afghanistan, après avoir été chassé du Soudan par les Saoudiens, et qui craignait pour la sécurité même du royaume en raison du dynamisme d'Oussama Ben Laden et des siens et d'Al-Qaïda. Et c'est donc un petit peu toute cette histoire que d'ailleurs je vais essayer de rétablir point par point. Non pas que les Saoudiens soient des saints. Mon ami Djouba, le ministre des Affaires étrangères, qui a failli être plus près de la porte que de l'augmentation dans la période actuelle, est le premier à dire que l'Arabie Saoudite a payé très cher une erreur terrible qu'elle a commise à un moment qui ne s'imposait pas, c'est-à-dire au moment de la révolution iranienne. En fait, la révolution iranienne elle-même a été infléchie assez vite, dans un sens moins intégriste et plus patriotique iranien, mais les Saoudiens avaient déjà une peur terrible du défi représenté par la révolution de Khomeini, et donc ils ont décidé qu'ils devaient être inattaquables. Ce qui veut dire que c'est à ce moment-là, comme Joubert me l'a expliqué de manière très convaincante, que l'Arabie Saoudite, de manière délibérée, a connu une véritable contre-révolution religieuse, qui ne correspondait pas déjà au degré de modernisation de la société. Et tout d'un coup, la charia a été appliquée brutalement, tout a été... les femmes qui pouvaient déjà conduire sans qu'on leur pose trop de questions ont été interdites d'un certain nombre de choses. L'accoutrement a changé. Bref, tout ça a été fait et c'était extrêmement dangereux. Et ça a été ensuite utilisé à l'exportation pour relancer en fait tous les éléments djihadistes et intégristes présents dans toutes les sociétés, et notamment les sociétés ex-nassériennes, mais déjà communisantes, et qui étaient particulièrement vulnérables. Je pense surtout à l'Algérie, qui a connu la terrible guerre civile qui s'est déclenchée à ce moment-là, et dont l'Arabie Saoudite apporte aussi la responsabilité. Mais bien, les Saoudiens ont commis des erreurs, ils ne les ont pas commises toutes, et il s'est développé à l'intérieur du pays, chez les gens instruits, et ils étaient de plus en plus nombreux, car l'éducation a eu des progrès très importants à cette époque. Il s'est fait une masse critique de gens critiques, qui me rappellent de manière frappante ce qu'était l'état de l'opinion russe sous Brejnev. Brejnev avait freiné les quatre fers, même si lui-même était un assez brave homme, moins systématiquement stalinien qu'on le pense. Mais enfin, il pensait qu'il ne fallait pas trop troubler les soviétiques. Il pensait que l'opinion était conservatrice, elle a dû l'être à une époque. Et donc il a humilié systématiquement, et non seulement, bien sûr, toute la dissidence qui s'est développée à ce moment-là, mais aussi toutes les élites plus modérées, mais qui ne voulaient pas que le pays en reste là, et quand Gorbatchev est arrivé, ce n'était que le couronnement d'un mouvement lent et inexorable de modernisation de la Russie, que tout le monde qui connaissait le pays pouvait voir, notamment dans les films, dans les livres, souvent d'une manière moins, disons, directe que celle que Solzhenitsyn avait choisie, mais néanmoins parfaitement compréhensible. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ce que nous vivons aujourd'hui en Arabie Saoudite et qui a été la perestroïka saoudienne, qui aujourd'hui largement est très menacée, mais qui survit, ça a été vécu d'autres manières ailleurs. En gros, dans les pays du Maghreb, et surtout, je dirais, en Algérie, un mouvement consensuel est né dans le pays pour dire qu'il ne voulait pas la reddition de la guerre civile, quoi qu'il arrive. Et ce consensus algérien a jusqu'à présent fonctionné, et notamment en imposant des libertés politiques que le FLN, qui était en train de revenir au pouvoir, n'aurait pas aimé. Mais dans la période de lutte contre le djihadisme algérien, la guerre civile, qui a été terrible, qui a fait exactement autant de morts que la guerre d'Algérie, probablement un peu plus.
Eh bien, dans cette période-là, est né en Algérie des journaux extrêmement impertinents, plusieurs canards enchaînés, des journaux plus sérieux, tous de langue française, car la presse en langue arabe s'est effondrée, et qui ont été, au fond, la véritable protection qui a empêché le pire en Algérie. Voilà pourquoi je ne suis pas dans les apocalypses. Ou plutôt, comme je l'ai expliqué, l'apocalypse, c'est la révélation. C'est-à-dire, non pas la destruction, mais tout simplement la lumière qui se fait. Elle peut être éblouissante, elle peut être dangereuse, mais les apocalypses au pluriel, qui caractérisent notre XXe siècle et le début de ce siècle, ce n'est pas la destruction. C'est au contraire que petit à petit, la vérité explose. Et toute la vérité vient maintenant dans le monde arabe. Que le monde arabe doit vivre avec l'Europe et que les deux sociétés sont beaucoup plus proches aujourd'hui qu'elles n'ont jamais été. Qu'elle doit accepter le pluralisme et qu'elle doit se réconcilier avec l'État d'Israël qui est une réalité qui ne passera pas et qui, bien gérée par des régimes modérés comme l'Égypte, le maréchal Sissi et l'Arabie saoudite actuelle, peuvent aboutir à des solutions raisonnables pour le peuple palestinien et bien entendu pour l'ensemble des peuples arabes d'aujourd'hui. De même qu'aujourd'hui, après avoir pensé dépasser la guerre civile par je ne sais quelle restauration du FLN, l'Algérie a compris qu'elle était une nation pluraliste et que l'après-Bouteflika sera la perestroïka algérienne. Et puis par ailleurs, l'Algérie a aussi compris, ce qui est un élément absolument bouleversant pour tout le monde, que finalement son avenir c'est l'Algérie française. Alors l'Algérie française, pas celle que l'OAS désirait, avec les Arabes dedans, mais dessous, mais une Algérie française utopique que certains idéalistes dans le camp de la guerre d'Algérie ont imaginé, que d'autres ont désiré de manière centriste, et qui auraient peut-être pu, avec un peu de chance et un peu de courage, prévaloir, c'est-à-dire une Algérie liée à la France, gardant la langue française comme elle est en train de la restaurer partout maintenant, et également vivant une espèce de symbiose avec la France, avec une immigration algérienne qui garde quasiment son accès à la citoyenneté. C'est ce que nous vivons. Et aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas l'Algérie française que les OAS aimaient. Ce n'est pas l'Algérie française même de Marine Le Pen, qui n'est pas une si mauvaise femme puisqu'elle s'est opposée à son père. Mais en tout cas, c'est une Algérie française. Enfin, tous les intellectuels algériens, sauf Boualem Sansal qui passe son temps à voyager partout et qui ont décidé de vivre en France. Et aujourd'hui, nous voyons à la télévision notamment, et au cinéma, un nombre d'actrices et d'acteurs algériens très nombreux. Certains même ont été français tellement non distinguables de nous qu'ils jouent maintenant des acteurs français dans les pièces françaises. C'est ce que nous avons toujours voulu, mais évidemment pas comme on l'aurait imaginé. Et bien entendu aussi, beaucoup de ces Algériens, même si la majorité d'entre eux ne veulent qu'une chose, c'est s'intégrer à la France, et s'intégrer parfois de manière totale, et bien en même temps, d'autres, bien sûr, qui ont été laissés pour compte, maltraités, méprisés, jetés bas, en fait, dans des banlieues impossibles, continuent à avoir un réflexe identitaire, mais qui est superficiel. La majorité aujourd'hui des Algériens de France n'ont qu'une idée, c'est de devenir français. Alors bien sûr, beaucoup la police, il y a des régimes autoritaires, ou l'armée, comme les malheureux qui ont été tués par justement les djihadistes au moment de l'attentat de Toulouse qui a touché les enfants de l'école. Mais c'était des militaires français qui étaient très fiers de porter l'uniforme, et la mère de ces soldats, elle-même porte le voile et est tout à fait une musulmane traditionnelle. Mais il y a plus aujourd'hui de jeunes Algériens de France qui veulent vivre dans l'armée et dans la police. Il y en a à vivre dans la nostalgie du djihad et faire des attentats. Ça, personne ne le dit. Et bien entendu, c'est là le phénomène Benalla, dont on a beaucoup parlé, qui n'a aucun intérêt, est tout à fait représentatif. Et il est évident aussi que nous aurons bientôt des policiers et des gendarmes musulmans en grand nombre
qui vont s'arranger pour avoir des aveux avec des méthodes un peu expéditives. Et ça prendra sauf longtemps, mais ça s'arrangera. En réalité, l'intégration est faite et elle donne lieu à une espèce de binationalité franco-algérienne très curieuse et qui, bien entendu, n'est plus tout à fait ce que nous appelions l'Algérie indépendante. Ou du moins, c'est une Algérie indépendante à moitié. Et c'est un peu la même situation qui se prévaut maintenant petit à petit en Tunisie, avec là aussi l'orientation de la Tunisie vers l'est de la Méditerranée qui est plus importante, et aussi une vocation commerciale plus ancienne, et même au Maroc, malgré le double jeu qu'une fois de plus le roi a voulu jouer contre les Algériens, alors même que, d'une manière extraordinaire, et là c'est ce qu'on appelle la synchronicité, ce n'est pas une coïncidence, c'est plus qu'une coïncidence, c'est quand même quelque chose qui dit beaucoup. Nous avons aujourd'hui deux chefs d'État qui sont en train de mourir l'un et l'autre sur des lits d'hôpitaux à Paris, qui ont abandonné leur pays et qui ne peuvent plus aujourd'hui gouverner. Ni le roi Mohamed VI, qui a d'éclatants mérites, notamment dans le domaine du développement économique, ni le pauvre Bouteflika, qui s'est efforcé maintenant de chasser les dogmatiques et les francophobes et de revenir vers une politique qui est plus raisonnable. Mais ni l'un ni l'autre aujourd'hui ne vont se survivre. Et il est évident que le Maroc, comme l'Algérie, sont devant une perestroïka. Alors l'Algérie, certainement, parce que les élites sont là et elles le veulent. Le Maroc, il peut y avoir de vrais problèmes, là où autrefois venait la stabilité. C'est-à-dire, le Maroc est un problème de courbe de niveau. Le Maroc des plaines est en plein développement et n'inspire aucune crainte. Et les réformes libérales que Mohamed VI a eu l'intelligence de développer, y compris dans cette région que son père ne fréquentait pas, tellement il la détestait, c'est-à-dire Tanger et le nord du pays, sont aujourd'hui les points de développement les plus importants du Maroc. Et par contre, le vieux front berbère des montagnes, qui était plus ou moins dirigé par des partis clientélaires, plus ou moins hostiles du point de vue d'idéologie, mais totalement complices aussi du pouvoir royal, est en train d'exploser. Et nous avons des islamistes là où nous avions autrefois des berbéristes. Alors est-ce que ça va exploser et créer une vraie guerre civile marocaine? Je ne crois pas. Mais le Maroc aussi va devoir négocier sa sortie de l'autoritarisme. Et là, le Maroc et l'Algérie, qui étaient donc deux pays absolument frères, mais totalement opposés, sont probablement en train de se rapprocher ensemble pour faire barrage au djihadisme et dans l'ensemble de l'Afrique du Nord. Reste bien sûr, évidemment, le général Haftar, qui est l'homme lige des Égyptiens et qui contrôle maintenant toute la Libye utile et le pétrole, il va le faire repartir. Mais évidemment, la question c'est la Tripolitaine, voisine de la Tunisie, anarchique, et qui a été tentée à un moment donné par le djihadisme et par des gens issus du Machrek et qui venaient l'agiter. Et là, on a trouvé, c'est la justice qu'il fallait lui rendre, finalement la famille Kadhafi. Car Saïf al-Islam Kadhafi, on le sait, est un homme très intelligent, très ouvert et très favorable à l'Occident, en particulier à la France. Tous ceux qui ont été dressés contre Kadhafi père au moment où tout s'est effondré au moment du printemps arabe, et que la France, l'Angleterre ont aidé, comme on sait, jusqu'à faire assassiner Kadhafi au moment où il s'effondrait. Enfin, il avait bien cherché. Ben, tout cela était en fait des hommes que Saïf al-Islam avait recrutés avec l'aide d'experts occidentaux pour essayer de moderniser le pays et a poussé son père dans ses rares moments de lucidité, parce qu'il était totalement junkie, pour essayer de changer un petit peu l'image de l'État. Et après, ben, le fait qu'il n'ait pas été tué, même si certains en avaient l'envie, et que dans l'esprit des Libyens, et que ça va quand même un peu leur histoire, personne ne le considère comme responsable au même titre que son père, au contraire, et qu'il ait été protégé par le mouvement berbériste, les Zénètes, comme on les appelle, qui ont assuré sa sécurité au pire moment.
lui ont permis de réapparaître. Et aujourd'hui, il est évident qu'il y aurait des élections libres, il n'y en aura pas, mais enfin, ça peut se faire autrement, plébisciterait Kadhafi contre les anciens plus ou moins pro-islamistes qui occupent encore Tripoli et la région, mais surtout vivent dans une anarchie totale qui pèse sur la stabilité même de la Tunisie, ne serait-ce que par le mouvement d'immigration. Et bien là, je pense que le fils Kadhafi aura sa revanche. Et donc, il se passe aujourd'hui, dans toute la face de l'Afrique du Nord, depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte, des choses tout à fait nouvelles. Et la plus importante, à mon avis, c'est ce que le maréchal Sissi, qui est un musulman convaincu et pas du tout hypocrite, a réalisé en matière de réconciliation avec la chrétienté égyptienne et la chrétienté d'Orient en général. Car on ne parle plus aujourd'hui des différentes nuances qui ont des racines historiques mais plus théologiques. En un instant, la persécution des chrétiens d'Orient a donné le sentiment que les chrétiens d'Orient n'étaient qu'une seule communauté, notamment les Libanais qui regardaient avec mépris les Syriens, alors que ceux-ci sont aussi importants dans l'histoire de la chrétienté d'Orient. Et puis, bien entendu, les restes de la chrétienté irakienne, dont certains ont trouvé refuge à Sarcelles aujourd'hui, mais d'autres sont là, entre la Turquie, l'Irak, mais surtout une foi chrétienne qui ne s'est pas démentie. Et que s'est-il passé? Nous avons frôlé, voici maintenant quelques mois, une nouvelle guerre de religion parce que, tout simplement, l'Égypte était en train de vouloir soumettre l'Éthiopie, qui est à moitié chrétienne, parce qu'en fait, quasiment, il y a une moitié de musulmans maintenant en Éthiopie, et lui imposer donc une liberté des eaux du Nil qui aurait signifié pour l'Éthiopie le renoncement à tous ces projets d'utilisation des eaux. Grâce à la situation, Sissi, qui a trouvé maintenant des liens avec le patriarche copte, qui n'existait absolument pas avec ses prédécesseurs, est devenu aujourd'hui, s'est rendu quand même à la cathédrale le jour de Noël. Pour un chef d'État égyptien, c'était une grande première depuis justement la victoire de Nasser. Et bien entendu aussi, de composantes fondamentales du peuple égyptien au même titre que les autres. Ça n'était pas fait, et notamment pas par le printemps arabe. Mais là, ça a été fait. Et non seulement ça a été fait, mais le patriarche copte continue d'avoir le primat spirituel sur toute la chrétienté éthiopienne. S'est mobilisé avec d'autres pour mettre éthiopiens et égyptiens continental. Et là, le miracle est arrivé, c'est un vrai miracle. Car le président éthiopien est lui-même un chrétien évangéliste, d'une famille superficiellement convertie à l'islam, comme il y en avait beaucoup, mais qui, lui, est devenu chrétien, born again, et qui n'est pas un évangéliste fasciste, comme on le présente tous les jours, mais au contraire, un chrétien très convaincu, et qui a donc topé avec Sissi pour former une véritable communauté du Nil. Cette communauté du Nil est un des changements intervenus dans cette période qui est parmi les plus importants. Et bien entendu, c'est l'affaire de l'Érythrée, disons, illuminée et fasciste qui a explosé avec toute sa population qui est maintenant sur les routes et qui va bien falloir accueillir comme on peut. Voilà la situation qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'au Maghreb, en Égypte, en Éthiopie, par le compromis égypto-éthiopien, et bien entendu aussi au Liban, où petit à petit on impose au Liban une cohabitation qui marginalise le Hezbollah sans lui fermer la porte du pouvoir. C'est-à-dire que bien entendu, le Liban a une composante chiite essentielle, mais il existait et il existera des chiites plus modérés que d'autres, et la stratégie provocatrice du Hezbollah est en train de rendre l'âme, notamment parce que le Hezbollah a accepté par discipline iranienne de fournir l'infanterie qui était en train de s'effondrer pendant la guerre civile syrienne. C'est le Hezbollah qui a donné les plus grands sacrifices, et les cadavres, plutôt les cercueils, voyagent plus rapidement entre
la frontière entre la Syrie insurgée et le Liban, que les missiles que s'efforcent encore aujourd'hui un certain nombre de gens des gardiens de la Révolution de faire parvenir au Liban, où ils sont détruits les uns après les autres avec la complicité de la Russie. Donc ce monde qui est en train de naître au Moyen-Orient n'est pas celui que nous connaissions. Bien sûr, il y a des choses tout à fait essentielles. Mais bien entendu aussi, il faut comprendre que par une stratégie de non-guerre, que m'avait expliqué le ministre des Affaires étrangères, qui est mon ami intime Joubair, eh bien, les dirigeants saoudiens à nouveau étaient en train de réduire à cuillère les dirigeants du Qatar, qui eux-mêmes ne sont pas tous, à l'intérieur de la dynastie, aussi enthousiastes que cela de s'être donnés totalement aux frères musulmans, à la confrérie, et notamment aux dirigeants frères musulmans égyptiens qui sont tous réfugiés, d'abord au Qatar, et ensuite, évidemment, en Turquie, où Erdogan fait caisse commune avec les enfants de Hayrat Shater, le vrai chef de la confrérie égyptienne. Eh bien, ces gens-là sont en train d'être battus, étaient en train d'être battus. Et ceci parce que, justement, par sa stratégie de non-guerre, consistant à donner des coups, mais jamais la pousser jusqu'au bout, les Saoudiens étaient en train de contraindre le Qatar à mettre, si j'ose dire, du vin dans son eau, ou je ne sais pas quelle expression il faut choisir, mais enfin, le Qatar était en train d'accepter un certain nombre de choses, y compris de placer les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes, ce qu'ils n'avaient jamais fait, évidemment. Et même si tout cela est tout à fait hypocrite, les possibilités d'une négociation accompagnée de pression étaient ouvertes. De même que si la situation au Liban, au Yémen est difficile, l'essentiel a été obtenu, c'est-à-dire que les gardiens de la Révolution, qui étaient le véritable ciment de l'insurrection chiite yéménite, ont accepté de partir tous. Et il ne reste plus maintenant que les mâcheurs de quatre, là, de leur gomme, qui leur donne bien entendu un peu d'optimisme, mais qui les incapacite quand même une bonne partie de la journée, ce qui fait que la guerre ne peut se mener que 4-5 heures avec les outils. Donc ce n'est pas une guerre très très sérieuse. Et en fait, elle est en train, avec négociation, évidemment, trahison et tout ça, de cesser, pendant que la vraie menace, qui ne sont pas ces malheureux outils des montagnes, mais les partisans d'Al-Qaïda, retranchés à Aden, et qui encourageaient la piraterie, sont en train, eux aussi, d'être réduits. Et bientôt, donc, avec la présence de la France et des Nations Unies, nous allons avoir encore une espèce de libération aussi de l'ensemble de cette région où les Émirats et le sultanat d'Oman jouent leur rôle dans la libération. Donc petit à petit, nous arrivons à une sorte de déclaration de Monroe, également, saoudienne, mais accompagnée par un homme remarquable qui est le Cheikh Ben Zayed, le fils du Cheikh Zayed des Émirats, et qui a été un des grands réformateurs de cette région, sont en train de venir à nous des différents éléments islamistes, et ceci évidemment parce que du point de vue de la richesse produite dans ces différents États, même si elle est déséquilibrée et tout ce qu'on voudra, mais enfin, nous ne sommes plus dans le tiers-monde ou même dans le second monde, nous sommes dans le premier monde. Et en fait, l'Arabie Saoudite a aujourd'hui un niveau de vie par tête d'habitant tout à fait comparable à celui de l'Europe du Sud. Ce sont donc une situation tout à fait nouvelle. Et c'est cette situation nouvelle dont on ne prend pas aujourd'hui, à mon avis, le